Deux amis se rendent à tour de rôle l'un chez l'autre pour découvrir les objets culturels posés sur l'étagère. C'est comme une biographie, une monographie, un biopic illustré, une bibliothèque portable où tu aurais tes meilleures histoires rassemblées, il y a tout quoi. Et on tourne, et qu'est-ce qu'on voit? Un éléphant qui dit un pique-nique sans sandwich, mais c'est le comble de l'absurdité. En fait, c'est un peu l'histoire d'un loser, mais en même temps, c'est un loser magnifique. Et donc, on le cryogénise en espérant que la médecine aura évolué. Et quand il se réveille, il y a des extraterrestres qui ont envahi la Terre. Ok, mais qui dessine là? C'est censé être lui. Je veux savoir. Donc c'est censé être lui. Ouais, c'est censé être lui. Et en fait, moi... Je sens qu'il y a une arnaque. Il y a une arnaque, bien sûr. Comme si les stylos, les feutres et les pinceaux, les outils étaient comme des personnages avec une tête et un torse. En fait, ça fait un moment que je veux t'en parler de ce bouquin-là. Je me suis dit, je vais le garder pour l'étagère. Parce que je voulais voir ta tête, en fait. Ça nous fait des surprises pour la suite. Voilà, on est de retour dans la bibliothèque pour un nouvel épisode. Et tu as sorti un livre. J'ai sorti un ouvrage, donc un gros livre. Alors, je vais le présenter. Charlie Chan Hawk Chi, une vie dessinée, présentée par Sonny Liu chez Urban Graphics. Alors, le livre a l'air assez épais. Je vais décrire la couverture parce que ça a l'air d'être un objet vraiment très bizarroïde qui me surprend énormément. On dirait une reproduction d'une planche de BD en couverture. Tout en haut, sur les 3/4 de la couverture, il y a une grosse case avec un petit personnage dessiné comme dans le style manga qui tient un petit bonhomme avec une grosse tête qui tient une télécommande et qui dit le titre du livre dans une bulle. Et en dessous, il y a un enchaînement de 3 cases avec à la gauche une case avec un robot qui soulève un bus. La case au milieu, elle est plutôt noir et blanc avec des trames. La case avec le robot était en couleur très pop. Et on termine par une 3e case, là où il y a la bulle présentée par Sonny Liu, où là on est carrément sur de la couleur directe, je dirais plutôt en acrylique, ou en huile peut-être. Ça ressemble à une peinture, quoi. Mais voilà, ça ressemble à une peinture, et là on voit juste un bout de visage, surtout une moitié de nez, un œil et un bout d'oreille. Tout ça est très intriguant, est-ce que tu peux nous expliquer? En fait, ce que je te propose, c'est que tu jettes un œil à l'intérieur pendant que je vais chercher 2 compléments à ça. D'accord. Qui vont... Alors je feuillette un petit peu, et effectivement ce qui frappe, c'est que ça a l'air très... ça part dans tous les sens, quoi. Je vois même des reproductions de comics américains, même de journaux. Après, il y a des dessins, il y a des strips. Il y a vraiment un petit peu il y a vraiment de tout, ça part dans toutes les directions. J'arrive pas à savoir si c'est une seule ou même histoire, ou si c'est une espèce de monographie sur Charlie Chan, qui est peut-être un dessinateur, ou pas du tout. Là, je sais pas, j'avoue que celui-là, je ne connais absolument pas de quoi on va parler. Tu te retrouves... Mais en tout cas, c'est un bel objet. Tu te retrouves exactement comme moi quand j'ai découvert cet ouvrage. Qui était dans une librairie d'occasion, bien connue de Montpellier, au milieu de comics américains. Puisque, tu as dit, l'éditeur, c'est Urban Graphics. Ouais.
et Urban Graphics, leur spécialité. Alors, Urban tout court, ouais, ils font Ah oui, c'est spécialistes de Urban DC. Comics, pardon. Ouais. Ouais, et ils ont une sous-collection, enfin, ils ont plusieurs collections comme ça, et graphiques, effectivement, je crois qu'ils sortent des trucs qui, justement, sortent un petit peu des sentiers battus des comics. Mais alors, celui-là a l'air vraiment de sortir des sentiers C'est ça. battus. Alors, après j'ai découvert qu'ils faisaient pas que des comics américains, mais c'est quand même la majeure partie de leur sortie. Hein, c'est plutôt, Ah oui, oui. Et donc DC Comics, c'est Superman, Batman, voilà. Toute la clique. Et donc je l'ai vu au milieu de ça. Et déjà le titre m'a intrigué, et puis je l'ai ouvert et j'étais comme toi confronté à cette variété de graphismes déjà, et pas seulement de graphismes, c'est-à-dire de types de dessins et d'images qui se télescopent dans cet ouvrage-là. Donc ça m'a attiré, d'autant plus qu'il était vraiment pas cher d'occasion. Et j'ai pas hésité, je suis pas allé voir ce que c'était, je l'ai pris directement. Comprends, tout à fait. Bah, c'est vrai qu'il y a un côté quand même, alors ça foisonne de partout. Ouais. C'est incroyable. On dirait presque des fois un catalogue d'expo en fait, mais mélangé avec une BD où on a l'impression qu'il y a un fil rouge tout le long. En fait, on dirait qu'il y a 4 bouquins en un. Ouais, C'est même assez fou, plus quoi. que ça en fait. Ouais, C'est un peu vertigineux ce qu'il y a à l'intérieur de ce livre. On voit même on dirait des croquis de carnet, des extraits Ouais, de carnet. c'est ça. Il y a carrément. En fait, j'ai un peu listé ce qu'il y a dedans. Il y a des BD classiques, il y a des strips comme dans les journaux sur 3 cases. Il y a des portraits, donc plus ou moins finis, mais ça peut être des portraits qui sont des croquis esquissés, et puis ça peut être des peintures, j'ai vraiment finalisées. Il y a des photos qui va coller au milieu de ces dessins pour illustrer certains sujets. Il y a des couvertures de comics ou d'albums. Et puis même dans les styles de ce qui est dessiné, on va passer du manga naïf, comme tu l'as décrit sur la couverture, à des BD de SF, tu vois, un peu plus stylisés. À un moment donné, il illustre un livre d'apprentissage. Il y a des affiches, il y a des flyers, il y a vraiment... tous les éléments du graphisme qui se télescopent dans cet ouvrage-là. Mais alors attends, là, ce que j'ai pas compris pour l'instant, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un seul qui est responsable de tout ce livre? Oui. Ou pas? Mais en fait, il y a... Et je n'ai pas compris qui c'était. Qui est l'auteur. Voilà. Mais c'est pile poil dans le sujet lui-même. En fait, moi j'ai acheté ce livre, et puis, comme je suis comme toi, j'en achète beaucoup, j'en accumule beaucoup, je l'ai rangé dans mon étagère, et puis je l'ai un peu oublié pendant quelques semaines, voire quelques mois. Et puis un jour, j'ai redécouvert que j'avais ça rangé dans la bibliothèque, et je me suis plongé dedans. Et quand je l'ai lu, j'ai pas trop fait gaffe, et j'ai fait un peu comme toi, j'ai commencé, et dès le début, déjà, tu as une série de planches avec vraiment des cases similaires, c'est-à-dire 20 cases c'est ça. de la même taille, qui découpent vraiment comme un gaufrier. Et la 20 cases, forcément, ça fait des petites cases. Ça fait des petites cases, et à chaque fois, c'est des portraits d'un personnage qui parle, en fait, qui pose des questions sur... ça s'appelle « Une montagne ne peut abriter 2 tigres », et ça parle de la politique et des personnages importants à Singapour. Bon, déjà, moi, Singapour, pour moi, c'est un nom. Hein, c'est un nom dans une chanson, les petites rues de Singapour. Je sais que c'est une ville qui est très riche dans le monde actuel. C'est à peu près toute ma connaissance de Singapour. En fait, Singapour, grâce à ce livre, j'en sais beaucoup plus dessus. Parce que, parmi les qualités de ce livre, c'est un livre qui retrace aussi l'histoire de Singapour. D'accord. Mais, déjà une première piste. Mais de façon très indirecte, enfin, de façon très fragmentée. Oui. En fait, donc j'avance et j'arrive vraiment, après ces 3 pages mystérieuses, ces 2 pages mystérieuses de personnages qui parlent face caméra, j'arrive à un portrait de Charlie Chan-wook-chae, qui est donc la personne... qui est censé être l'auteur du livre et qui s'adresse directement au lecteur. Oui, parce que alors moi, tu vois, j'aurais compris que c'était le titre, tu vois, Charlie Chan-wook-chae, et que quelqu'un racontait l'histoire de cette personne. Mais en fait, c'est ça. Bon, voilà. En fait, c'est ça. Mais sauf que c'est fait comme si c'était lui qui racontait sa vie. Ok. En fait, c'est la vie de ce dessinateur mythique de Singapour, qui a 72 ans en 2010, au moment où il raconte son histoire, donc qui est né en 38. Oui, déjà, il y a un truc qui ne va pas là. Mais je crois qu'il dit qu'il est né en 38, un peu plus tard dans le bouquin.
Ah oui, en plus, attends, parce qu'on n'a même pas vu le... Après, t'as le début carrément du livre. Parce que déjà, juste après tes 2 premières pages, de toute façon, je pense qu'on va pas faire toutes les pages. Parce non, parce qu'on va pas s'en sortir. Déjà, il y a un gros blanc, comme si avant, c'était juste une espèce d'intro avec la 3e page est toute blanche et il y a juste mention, page précédente. Une montagne ne peut abriter de tigres. Publié en 1998, enfin, fait en... je dis publié, non. D'ailleurs, c'est précisé non publié. Voilà. Et c'est une notion qui va revenir tout le long du livre. Et donc, c'est signé Shan Okshi, c'est-à-dire ce personnage. Ok, donc il aurait été l'auteur là des 2 planches que je viens de voir. Les 2 planches que tu viens de lire. Qui parle de Singapour sur 2 fois 20 cases. Voilà. Et après, il commence à raconter sa vie. Ok, mais qui dessine là? C'est censé être lui. Je veux savoir. Donc c'est censé être lui. Ouais, c'est censé être lui. Et en fait, moi... Je sens qu'il y a une arnaque. Il y a une arnaque, bien sûr. Donc il commence à raconter son histoire. Et en fait, là, il est vieux. Et puis, il va y avoir un flashback. Ah oui, sauf qu'avant le flashback, de nouveau, il y a une page blanche, et de nouveau, là, on retombe sur le début du livre. C'était le prologue, en quelque sorte. Voilà. Ces quelques pages étaient le prologue. Et donc, Shan Okshi, une vie dessinée, présentée par Sonny Liu. Mais Sonny Liu est l'auteur de cet ouvrage. Je comprends. Maintenant. Voilà. Mieux. Mais je sens que ça va être passionnant. Mais en fait... Et parce que de nouveau après, à la 6e page, on commence peut-être un peu à avoir ses repères, et en plein milieu, il y a déjà une autre case qui est faite complètement différemment. C'est ça. Qui en fait, si je comprends bien, est une reprise du dessin du dessinateur dont on parle. Oui, qu'il aurait fait en 1966. La vie à l'encre sur papier. Voilà. Il aurait fait. Là, on n'est plus dans la BD finalisée. Et qu'il aurait fait. Pourquoi? Parce que en fait. Mais parce que lui, en fait, il n'existe pas. Voilà, d'accord. C'est une fausse biographie. Ça, j'adore. Du plus grand dessinateur de Singapour. De Singapour, qui n'existe pas. Qui n'existe pas. Je spoil parce que en fait, c'est dit, partout. Et que bon, nous on découvre ça, mais le livre a eu un certain retentissement quand même, et notamment. Il a eu le prix Eisner, qui est aux États-Unis le prix le plus prestigieux de la bande dessinée. Il a eu 3 prix Eisner la même année. Je sais plus, du meilleur scénario, de la meilleure maquette, parce que évidemment l'ouvrage est très ambitieux dans sa composition. Et je sais plus quel était le meilleur ouvrage, quoi. Enfin, le 3e prix. Ben non, en fait. Pour le coup, non. Meilleur auteur, meilleure maquette et meilleure œuvre étrangère. Oui, œuvre étrangère, oui, d'accord. Voilà. Et donc, lui, il est plus jeune, hein, Sonny Liu, il a une 50aine d'années. Il y a peu d'ouvrages qui sont publiés en France dans ce qu'il a fait. Et alors, en plus, pas 2 chez le même éditeur, d'après ce que j'ai pu trouver. Bon, ça, on peut dire, même si j'ai pas lu les autres, de l'avis général, on peut dire que c'est son chef-d'œuvre. Et pour moi, au-delà de l'importance que ça a dans son œuvre à lui, je pense que c'est une BD... que tout le monde devrait avoir chez lui, parce que c'est monstrueux en fait comme. Et lui, Sonny Liu là, il est singapourien aussi. Oui, il est de Singapour. Il fait de la BD à Singapour ou depuis. Alors il a travaillé avec des auteurs américains. Il vit à Singapour, mais il est publié aux États-Unis. Il est publié à Singapour aussi puisqu'il est le premier aussi dans son pays à avoir eu le prix littéraire de Singapour. C'était la première fois que c'était attribué à une bande dessinée. D'accord. Normalement, c'est un prix pour des auteurs de romans. Et c'est bien qu'on reconnaisse aussi des qualités littéraires à la bande dessinée. Ouais. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est à la fois connu et en même temps parfaitement inconnu pour nous, et je pense pour d'autres. Pour pas mal de gens. D'où l'intérêt de cet épisode. Ah oui, ça c'est super ça. Mais c'est surtout que, tu l'as vu déjà en amorçant ça, c'est qu'en fait on rentre dans un truc... c'est à tiroir et à plein d'échelles. Bien sûr. Je vais essayer de poser un peu tout ça, mais c'est vrai que tu vois, je viens de tourner une page et là on arrive à la couverture de sa première bande dessinée, enfin d'une de ses premières bandes dessinées, qui est Anuat et le robot géant. Donc Anuat, c'est le petit personnage que tu décrivais au début, qui est un jeune enfant qui a pour compagnon un robot géant. Un robot qui ne s'anime que si on lui parle dans la langue, alors je sais plus laquelle, mais en tout cas quand on lui parle en anglais, il ne répond pas. Donc au début il est immobile pendant les premières cases, et puis après il s'agite parce qu'on lui parle dans la bonne langue. C'est là que l'histoire de Singapour intervient. Je vais pas faire un cours d'histoire sur Singapour parce que je la connais moi-même que depuis peu de temps, et puis que je la connais pas assez pour pas me planter. Mais Singapour a été notamment une colonie anglaise, évidemment, ça c'est ce qu'il y a de plus connu dans son histoire ancienne. Et puis ça a été envahi par le Japon, je crois, pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc pendant très peu de temps. Et puis ça a été rattaché à la Malaisie pendant un moment, et puis ça a pris son indépendance.
Et puis maintenant, c'est devenu un des paradis fiscaux les plus importants du monde, et donc un des pays les plus riches au monde. C'est le pays où il y a le plus de millionnaires au kilomètre carré, plus que le Qatar, plus que... Ça ne m'étonne pas. Mais ce qui est dingue, c'est qu'en fait, ce livre va raconter tout ça, mais à travers des récits qui sont rarement des récits directement historiques. Là, par exemple, c'est à travers cet enfant et son robot qu'il va parler d'une partie de l'histoire de Singapour. Et avec un dessin, tu le vois, qui est assez proche, oui, entre le manga et... Ah ouais, voilà, c'est très beau, parce que déjà, la reproduction de la couverture du vieux comics, là, qui serait daté de 56, effectivement, on dirait vraiment un scan parfait, avec les froissures, comme on dit. Le papier jauni, les taches et tout, même. Il y a tout. Et là, après, effectivement, on a un extrait en noir et blanc de l'une des planches, avec un dessin très net, très ligne claire, presque, un petit peu... et c'est très très beau, et tout de suite c'est touchant. Puis alors bon, on a un petit personnage en dessous qui commente, dessiné dans un autre style, dessiné dans son style qui sera le style autobiographique en fait, qui est le style du vieillard qu'on a vu jusqu'avant. Alors on parle de dessin à l'audio, mais enfin faut essayer de s'imaginer ça en fait, c'est que ce télescope en fait des dessins naïfs et puis qui font de leur époque aussi, qui font années 50, et puis des dessins un peu plus contemporains. Parce que là, même comme tu le dis, le petit personnage qui commente en dessous, et on comprend qu'il n'est pas dans la même ligne temporelle et tout, car en plus là, c'est de nouveau un personnage jeune avec une grosse tête. On va dire que c'est un peu les personnages BD avec des grosses têtes. C'est le même genre de grosse tête que dans le comics de l'époque qu'on nous montre, mais tout de suite, on voit que le style est différent. Le style a évolué, beaucoup évolué. Et on ne peut pas se tromper. Enfin, je veux dire, il y a déjà plusieurs fils narratifs, plusieurs zones temporelles, mais c'est très lisible. Et alors après, là, en plus, il ne faut pas négliger. Tout à l'heure, tu remarquais qu'il y avait une légende sur la page d'avant qui disait. Comme un catalogue de peinture, en fait. Et c'est des trucs ces trucs qui sont parfois un peu chiants à lire dans les ouvrages mais là, il ne faut pas les négliger, là, ça va parce qu'en fait, ils sont aussi plein d'enseignements, et puis c'est là qu'on commence à comprendre le projet, en fait. Par exemple, sur Anuat et le robot géant, Le Réveil, donc c'est l'épisode qu'on lit un peu détaillé, 1954, donc signé Shanokshi, chez Tiger Press. Alors on va découvrir, parce qu'il va expliquer plus tard ce que c'est Tiger Press. Bien sûr. Il y a toute l'histoire de comment il va être publié ou pas, parce que les 3/4 des ouvrages qui sont présentés, des dessins qui sont présentés là-dedans ne sont pas publiés. Non publiés. Et puis tu as une petite notule qui explique: Anuat et le robot géant Le Réveil fut la première œuvre publiée de Chan, écrite et dessinée quand il avait 16 ans. La BD de 34 pages apparut d'abord sous forme d'extrait dans la revue Tianjin, bon, excusez-nous pour la prononciation, qui veut dire forward, donc en avant, voilà, avant d'être édité dans son intégralité sous le titre de Anuat et le robot géant volume 1 par Stone Throw Press. Au début on lit ça et ça peut être un peu rébarbatif, puis après quand il va commencer à raconter ses aventures dans l'édition et dans la non-édition, en fait tout ça va devenir hyper précieux. Bien sûr. There he goes, losing fights in public. Burning his hair with razors and ties. Two drunks kiss straight, drunk enough to make a mistake. Biography of the first son, of his first son. Biography of the first son. En fait, ce gamin est à la fois confronté à son histoire. Alors il raconte déjà son enfance. En fait, son père vient d'une île à côté de Singapour, enfin d'un territoire à côté de Singapour, et va émigrer à Singapour pour ouvrir une épicerie. Donc il va être élevé dans une épicerie, et dans cette épicerie il se met à dessiner. Là on a des dessins d'enfance, voilà. Avec la naïveté. Il y a un Donald avec un lion, Super Duck en fait, il invente un personnage qui s'appelle Super Duck, qui est très inspiré de Donald et très maladroit, là pour le coup, qui a vraiment le style... Là, ce qui est beau, c'est tout rempli au crayon de couleur.
Et oui, là, il y a, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des extraits de carnet. Et effectivement, on voit que c'est un style très enfantin. Et en même temps, il va dessiner une lampe à carbure, je sais pas ce que c'est comme combustible, en essayant d'être le plus réaliste possible. Enfin, là aussi techniques. Maladroit, mais il fait des dessins techniques. Ouais. Et c'est vraiment entre les deux, ça va être un va-et-vient en permanence dans son travail, avec des très beaux portraits. Là, je crois que c'est son père. Son père assis sur un banc en pyjama, en train de lire le journal. C'est hyper évocateur, quoi. Et voilà, et là, il va coller une photo d'enfance où il s'est entouré dedans. Comment on sait que ce personnage n'existe pas? Je sais pas quelle est cette photo, je sais pas quelle est la véritable histoire. On n'a pas la... Mais ça crée... en fait, ça crée une dimension dont on sait qu'elle est fictive, et où en même temps, il y a tellement de télescopage avec la réalité historique, avec ce que c'est l'enfance, etc., qu'on rentre dans cet univers vraiment avec beaucoup de curiosité, quoi. De toute façon, pour le coup, moi, je crois ce que j'aime aussi dans les fausses biographies, pour le coup, parce que c'est peut-être pas un genre aussi installé que ça, mais j'aurais pas d'exemple là tout de suite en tête, mais ce côté, avoir tous les apparats de la vraie biographie, du truc un peu historique, alors qu'en fait, on fait quand même un gros clin d'œil au spectateur en lui disant « Non, mais tout ce que je suis en train de te raconter, en fait, ce personnage n'existe pas ». Je crois qu'au contraire, ça a l'effet inverse, et ça nous y fait croire encore plus. Et je pense qu'on est même encore plus enclin dans ces cas-là à être réceptif à tout ce qu'il peut y avoir de réel dans ce qu'on veut nous communiquer, notamment peut-être sur l'histoire de Singapour, tout ce qui a pu se passer, ou plein de choses. Et où même déjà tu commençais à parler de qu'est-ce que ça peut être la vie d'un dessinateur, de ses problèmes avec les éditeurs et tout. Et là encore, je pense que même avec un faux dessinateur, une fausse biographie, une fausse histoire, c'est là où on va encore plus comprendre quel est l'enjeu de tout ça et qu'est-ce qui peut se passer dans la vie d'un artiste quand il est confronté à toutes les épreuves qu'il peut rencontrer pour notamment faire publier son travail, quoi. Ouais, mais on va en reparler avec les ouvrages que j'ai amenés en plus pour reparler justement de la fausse biographie. Mais celui-là, en plus, ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'il se sert de son médium, qui est la bande dessinée, et le dessin en général, et il s'en sert en fait pour en permanence non seulement relancer ces classiques à la question de la vérité, de ce qui est authentique ou pas, mais même, je trouve, et c'est ce qui est magnifique là-dedans, c'est de la proximité qu'on a avec le personnage. C'est-à-dire qu'on a un rapport affectif avec le narrateur, en fait, avec ce dessinateur qui est annoncé comme le plus grand dessinateur de Singapour. Et au fur et à mesure qu'on va découvrir sa vie, on va voir qu'en fait... c'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire connaître ses œuvres et qui pourtant s'acharne à dessiner tout en étant confronté quand même aux turbulences d'un pays où il y a des révoltes étudiantes, où il y a des grèves, où il y a des choses comme ça. Et ces épisodes sont tout le temps relatés, non seulement par la bande dessinée, mais par le biais de la fiction. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il va trouver, à un moment, il raconte... l'histoire de science-fiction, c'est un enfant qui est malade, enfin un adolescent qui est malade, qui est condamné. Et donc, on le cryogénise en espérant que la médecine aura évolué. Et quand il se réveille, il y a des extraterrestres qui ont envahi la Terre. Et donc, il va, alors qu'il est malade et qu'il se sait condamné, il va essayer de libérer la Terre de ces extraterrestres, avec d'autres, avec des scientifiques et tout ça. Et en fait, ça parle d'une autre invasion de Singapour à ce moment-là. C'est-à-dire, c'est une métaphore, hein, mais il utilise le récit de science-fiction pour ça. C'est plein milieu. J'ai pas repéré tous les... Ah oui, non, mais d'accord. Mais après, genre, c'était pas là, juste là d'ailleurs, les aliens. Si, c'est possible. Tu vas la voir, encore juste un petit peu, Invasion. Ouais, c'est Invasion, voilà, c'est ça, c'est Invasion. T'as toute l'histoire dedans ? Non, rien n'est fini. Voilà, ouais. C'est-à-dire que là, t'as quelques planches d'Invasion, qui était la BD hebdomadaire du journal de Singapour. Trop bien. Et voilà, tu vas avoir quelques planches. Et ce qui est génial, en fait, le fait que ce soit pas fini te permet de finir toi-même aussi. Tu vois, sûr. Ah ouais, c'est trop bien, ouais. Et puis de temps en temps, il va faire aussi une BD. C'est ça, ouais. Alors je crois que c'est juste après. Et en plus, c'est génial. En plus quoi ? Non, il y a trop de choses, c'est trop génial. Ouais, c'est hyper riche. Et tu vois, à un moment, il explique qu'il s'est inspiré. Alors Bertrand Wong. Parce qu'on fait tout dans le désordre comme d'habitude. À un moment, mais là, t'es obligé. Quand il est, ouais, c'est obligé.
quand il est jeune, il publie donc sa première BD et puis ça n'a pas de suite. Pour des tas de raisons que je vais pas te raconter de toute façon. Mais du coup, il est repéré par quelqu'un qui a des idées et qui est donc ce Bertrand Wong là, qui va l'accoster dans la rue et lui dire tu fais de la BD, moi j'ai plein d'idées. Et donc pendant longtemps, ils vont travailler ensemble. Ça va devenir son scénariste en quelque sorte. Et donc il est interviewé dans la BD, enfin dans la BD autobiographique, et il explique que pour le vaisseau spatial, ils n'avaient pas de modèle, et donc ils ont pris un jouet d'enfant, et là tu as une photo du jouet d'enfant qui va inspirer le truc. Et c'est tout le temps comme ça. Et alors, par exemple, là, on est en train de parler de cette BD de science-fiction. On est à la page 121, parce qu'on n'a pas dit, mais le bouquin fait 300 pages. C'est ça, il y a de la matière. Il y a un travail colossal. Oui. Donc, on est en train de parler de cette BD de science-fiction, on a quelques planches, et on tourne, et qu'est-ce qu'on voit? Un éléphant qui dit un pique-nique sans sandwich, mais c'est le comble de l'absurdité. Et ça, pleine page, dans un style qui n'a rien à voir. Et là, tu vas avoir le petit bonhomme qui revient et qui va t'expliquer que, comme la BD de science-fiction ne marchait pas, ou la publication interrompue, ou je ne sais quoi, il va faire une BD animalière avec des animaux qui parlent, et qui vont parler d'une autre situation politique, ça s'appelle Bukit Chapalang, et on est reparti pour un tour, et là, c'est des petits strips avec... Entre Snoopy et même plutôt... comment ça s'appelait Calvin et Hobbes, un peu. Ouais, tout à fait. Ça fait penser à Calvin et Hobbes. Là, non, c'est super. Avec des études de personnages à côté, une page... Et une reproduction de pleine page du journal. Oui, alors... Où tu vois le strip en bas. Ouais, sauf que tu vois qu'il est scotché. Ouais. En fait, c'était leur ambition, c'est qu'il soit publié dans ce journal, dans The Dragon Club. Et donc, pour vendre leur projet c'est encore mieux. Au directeur du journal, ils ont inclus... Bien sûr. Ils ont scotché leur strip en bas en disant voilà, il pourrait être en première page. Voilà la gueule que ça aurait dans votre journal. Mais je crois que ça n'a pas été publié non plus dans The Dragon Club. Et c'est plein de trucs comme ça. Et donc ça en devient touchant, c'est humoristique aussi. Moi j'aime bien le côté où tu as l'air de dire qu'il n'y a quand même pas grand chose qui a l'air de fonctionner. Donc moi, cette répétition de l'échec, je suis très sensible à ça. Je trouve que c'est très émouvant quelque part, surtout sur des gens qui n'arrêtent pas de... Qui continue, quoi. C'est ça qui est très émouvant, je trouve. Et surtout que le type qui témoigne a 70 balais, donc il a du recul là-dessus, il va exposer toute sa vie et il montre tout. Enfin, c'est vraiment touchant, c'est vraiment... du coup, c'est plus facile d'y plonger dedans que si c'était linéaire, quoi, en quelque sorte. Tu vois, le fait que tout soit accidenté, que tu vois des trucs, tu as l'impression de voir des documents aussi uniques, même si tu sais que c'est faux. Ah ouais, ça n'a pas été publié, ça. Tu vois, dans la réalité, tout le monde cherche des inédits, des artistes qu'ils aiment. Ça, c'est le même délire, quoi. C'est-à-dire que dedans, là, tu as tout, quoi. C'est comme une biographie, une monographie, un biopic illustré, une bibliothèque portable où tu aurais tes meilleures histoires rassemblées. Il y a tout, quoi. Non, mais par contre, le type qui a pondu ça, c'est... C'est un travail de fou, quoi. C'est un travail de fou, là, c'est clair. Un travail de fou, puis en même temps, tu sens le plaisir. C'est-à-dire que c'est pas uniquement laborieux, quoi. C'est pas... ça se lit de manière très fluide. T'as qu'une envie, c'est de te plonger dedans. C'est un peu effrayant au début parce que tu te dis, waouh, ça foisonne tellement de partout que ça peut être un peu impressionnant. Mais effectivement, ce qui ressort quand même très vite de ça aussi, c'est que là, pour le coup, il y a un côté très avenant quand même. Tous les styles, le gars en plus a l'air de... Enfin, les maîtrise, quoi. C'est ça qui est assez fou, quoi. Oui, ça fait jamais chiqué, ça fait jamais artificiel. Moi, c'est ça qui m'impressionne énormément. Et encore, je t'ai pas tout montré, parce qu'à des moments... Alors donc, tu vois, là, il y a un très beau portrait crayonné. Là, tout à l'heure, j'étais sur... Je sais pas, oui, ça, c'est des illustrations d'un livre d'apprentissage pour apprendre des langues de Singapour, mais à un moment il s'essaye à la caricature. Là tu vois, t'as Peter Cushing, d'acteur américain, Audrey Hepburn, dans un style de caricature quand même qui se défend très très bien. On les reconnaît. Il y a Vincent Price, je crois, un peu plus loin. Et puis bon, finalement il voit qu'il est pas assez bon là-dedans, ça marche pas, ça vend pas. À un autre moment, il va aux États-Unis à une des conventions de bande dessinée et il va se mettre à dessiner tous les personnages qui sont là. Et alors, t'as tout le gratin de la BD américaine sur lequel il a fantasmé qui apparaît à ce moment-là. C'est là, il fait une croquis Comic-Con de 1988, dans le sens des aiguilles d'une montre en partant du haut à gauche. Jack Kirby, Sergio Aragonés, Matt Groening, Carol Tyler, Dennis Warden, Peter Cooper, Peter Bagge, Daniel Cloves, Jaime Hernandez.
Bon, tout le monde connaît pas tout le monde, mais enfin là, il y a plusieurs générations de très grands dessinateurs américains. Et on peut imaginer que c'est tout simplement Sonny Liu, l'auteur, qui est allé au Comic-Con, soit parce qu'il était invité, ça je sais pas, et qui a fait ce truc-là, et qui va inclure dans l'autobiographie de Charlie Chan, on va dire Charlie Chan pour pas dire redire tout le nom à chaque fois. C'est trop... c'est vertigineux. Et puis c'est suivi par une double planche avec un hommage à Tintin qui est glissé quelque part. Enfin, c'est... non, ça n'arrête pas, quoi. C'est ça, c'est sans fin. Et c'est jamais aigri, c'est jamais... ça parle de politique, mais c'est jamais chiant. Ouais. Parce qu'il y a ça aussi, en fait. Tu disais, ça peut être impressionnant au début. En fait, t'as pas le temps de t'ennuyer. Comme il change de style tout le temps, comme il amorce des planches et puis finalement on n'a pas la fin du récit, comme tu vas voir se succéder des dessins très travaillés et puis des dessins presque enfantins, pardon. C'est un truc de fou. On dirait presque... c'est un peu convenu ce que je vais dire, mais on dirait carrément, c'est bon, évidemment, là, c'est le roi, enfin, c'est l'un des rois du livre méta, quoi. Ouais. Tu vois, c'est méta, comme on dit méta maintenant à toutes les sauces, mais là, ça l'est vraiment, quoi. Et c'est vrai que t'as un peu l'impression d'avoir Internet dans un bouquin, en fait, quoi. Oui, alors c'est la notion d'hypertexte, elle est là aussi tout le temps. C'est-à-dire que tu passes d'un truc à l'autre et que, en fait, t'as même là, t'as passé une page où il y a une photo d'une... la reproduction de son premier personnage en poupée réelle, quoi. Donc c'est une vraie photo mixte. Poupée à muette, voilà, c'est la matière mixte, ouais. Et fait par Lily Wang. Poupée faite main par Lily qui est une fille dont il est amoureux, en fait, que Lily offrit à Charlie pour ses 50 ans. Voilà, donc il est allé jusqu'à faire une poupée de son personnage qui va inclure là-dedans. Et ça n'arrête pas, en fait. Il limite la propagande. En fait, il fait des parodies de la propagande qu'il y a dans le pays à ce moment-là. Et donc, il fait des faux flyers. Mais le faux personnage fait des faux flyers. On s'entend bien, c'est pas Sonny Liu, hein, c'est l'autre. Oui, non, c'est Charlie Chan. Non, mais c'est quand même complètement... c'est vrai que c'est complètement hallucinant, quoi. À la fin de tout ça, t'as toute son histoire, à lui. Avec des trous que tu reconstitues quand même. Ouais, c'est ça, quoi. Il y a plein de choses sur lesquelles il s'étend pas, et puis encore une fois, il y a plein de choses qui sont pas finies. L'autobiographie, elle court tout le long, elle vient de temps en temps remettre les pendules à l'heure, soit avec ce petit personnage qui va être en bas de page, soit tu vas avoir trois planches d'autobiographie qui vont te donner du recul, tu vois, tu lis un truc des années 60 et il va te dire à cette époque-là, je faisais ceci, je faisais cela. Parce que là, je t'interromps, parce que là, c'est carrément clair, il parodie Frank Miller dans Dark Knight, là. C'est les mêmes cases et tout, c'est trop génial, quoi. C'est trop fort. Beaucoup trop fort. Et sans jamais être dans l'imitation totale. C'est-à-dire, il fait pas du graphisme exactement pareil. Non, mais ça évoque, en fait. Voilà, tu vois où il veut en venir. C'est ça qui est génial. Parce que là, je te montrerai le Dark Knight, enfin, c'est clair, c'est très très clair. Non, c'est super, quoi. Et alors bon, enfin moi, je suis tombé dessus par hasard. Je me suis un peu piégé moi-même en l'oubliant quelque temps, tu vois. Et puis bon, au bout de quelques planches, j'ai compris le procédé, hein, qui est officiel, qui n'était pas caché, mais auquel moi j'étais pas très attentif. Et donc ces 300 pages, je les ai littéralement dévorées. Hein. J'ai lu ça sur 2 jours. Ah oui. En me disant c'est génial. Ouais. En fait, ça fait un moment que je veux t'en parler de ce bouquin-là. Mais je me suis dit je vais les garder pour l'étagère parce que je voulais voir ta tête en fait. Ça nous fait des surprises pour la suite. Ah oui, mais quand même là, t'as bouffé tout ça en 2 jours. Ouais. Ah ouais. Donc parce que ce que j'allais te demander, c'est que moi j'avais pas de boulot à ce moment-là. Quand même.
Parce que même si t'as passé, donc t'as passé quasiment tes 2 journées à bouffer le truc, quoi. Ah oui, non, mais je ne pouvais pas le lâcher, Voilà, en fait. Je pouvais pas le lâcher parce que à chaque fois que je tournais une page, je disais, ah putain, mais c'est encore un autre style de dessin. Et Parce puis que là, c'est ça que j'allais te demander, c'est que quelle est ton expérience de lecture par rapport à tout ça? Parce que ça a l'air de brasser tellement de choses que, bon voilà, je pense que c'est hyper impressionnant. Voilà, donc t'as déjà répondu à la question, c'est que visiblement, oui, là, ça t'a complètement imbibé, quoi. oui, parce qu'en plus, C'est... je veux dire, ce qui m'a Ça t'emporte plus qu'emporté, c'est ça que je veux dire, même. C'est ouais. pas... Et je crois que ce qui m'a piégé, il y a 2 choses. Ce qui m'a piégé, c'est l'aspect historique. Moi, je dévore pas des livres d'histoire. L'histoire m'intéresse, mais l'apprentissage scolaire a été très très dur pour moi. Je trouve souvent les ouvrages d'histoire assez rébarbatifs, et j'aime bien entrer dans l'histoire par le biais de la fiction. Et là, ce qui était génial, c'est que pendant ma lecture, je suis quand même allé consulter des Wikipédia sur Singapour, plus ça m'a amené à d'autres trucs et tout. C'est-à-dire, je me suis dit, en fait, encore une fois, tu es complètement inculte sur un terrain, c'est bien de se renseigner un petit peu. Et puis pour comprendre, parce qu'évidemment, c'est fragmenté là-dedans. Mais pas au sens où, si je vais pas chercher des infos, je vais pas comprendre et je serai perdu, tout ça. Non, là, ça t'a donné envie. Voilà, exactement. Ça m'a donné envie. Ça m'a donné envie parce que j'ai été assez fasciné par ce que je lisais et donc je voulais un petit peu comprendre ce qu'il y avait derrière. Mais je me suis pas non plus fait des heures d'apprentissage de Singapour. C'était juste, oui, je me recadre un petit peu. D'autant plus que comme dans sa propre histoire, on fait des va-et-vient entre les époques, il y a déjà un petit côté qui te perd quoi, dans le récit. Mais en même temps, je m'en foutais un peu d'être perdu, de pas tout à fait comprendre ce qui se passait à Singapour à ce moment-là. Il faut dire que le pays a une histoire quand même très 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 complexe oui. Et très atypique. C'est-à-dire que les Anglais, ils ont quasiment abandonné Singapour. À un moment, ils se sont dit, bon, c'est la période de la décolonisation, mais je pense qu'il y a des territoires qu'ils ont tenus un peu plus militairement, tu vois, alors que... Bon, il faut dire que le pays n'a pas énormément de ressources. Hein. Il est très riche, mais c'est pas pour ses ressources, en fait. Hein. Mais surtout, je pense que la situation était très compliquée avec les communistes d'un côté, le Japon à une période de l'autre, la Malaisie qui était en train de se structurer... tu vois, il y a des choses... en fait, maintenant, Singapour... c'est une fausse démocratie. Enfin, c'est la même personne qui est au pouvoir. Il y a une autorité, mais a priori, il y a une autorité qui est soutenue par le peuple aussi, parce qu'ils sont très riches, quoi. Donc, on s'arrange comme ça. Ouais, donc c'est des choses qu'on a... C'est très très loin de notre culture. Là, je parle au niveau politique. Je parle pas au niveau l'exotisme, l'Asie, tout ça. Mais au-delà de ça, la narration, elle est à la fois très engagée politiquement et en même temps il n'y a pas de discours de fond. C'est-à-dire que c'est toi aussi, tu vois, qui prend la distance que tu veux avec ça. On vit les choses de l'intérieur. Et parce que c'est un gamin avec son robot qui est au milieu de la révolution, tout d'un coup, de toute façon, tu sais que tu as à la fois une lecture naïve et à la fois quelque chose de très pragmatique là-dedans, quoi. Oui, et puis tu sens... de quel côté se porte ce faux dessinateur dessiné par un autre dessinateur et que peut-être ça te permet de penser à quoi ce qu'il pense sur cette situation-là. C'est encore une fois, ça a l'air très subtil, quoi, en fait. C'est ça, c'est très subtil parce que... Mais c'est comme l'humour, en fait. Il y a des choses drôles dedans, mais il n'y a jamais de gag. C'est vraiment... oui, sauf quand il fait un gag dans les strips. Ouais, même ça, je sais pas s'il y a beaucoup de gags dans les strips, en fait. Oui, en fait, c'est un peu l'histoire d'un loser, mais en même temps, c'est un loser magnifique, oui, quoi. C'est quelqu'un qui, à la fin de sa vie, le dit, dans les dernières parties, il dit, mais j'ai retrouvé... À un moment donné, il ouvre une BD, une vieille BD... et il retrouve le plaisir de lire de la BD, et il se rend compte qu'il a toujours eu le plaisir de dessiner au travers de tout ce qu'il a traversé. Et finalement, c'est peut-être ça le plus émouvant. Ce que j'allais te demander, parce que là, il y avait l'aspect historique, mais voilà, de ce personnage fictif, qu'est-ce qui t'a le plus touché à la fin, quoi. Je voulais faire une expérience, je t'avais gardé 4 pages, je m'étais dit, tu vas les lire tranquillement, et puis on reviendra sur... Mais peut-être, tu vois, ça va couper le truc, mais je voudrais juste monter sur la fin. Ouais, ça j'ai vu ça. Ouais, sur la fin, il résume en fait ce que c'est. Ça m'a marqué, ça.
son travail de dessinateur, il montre sa planche à dessin inclinée, il montre des outils qu'il faut avoir, qu'est-ce qu'il boit pendant qu'il dessine, une petite boisson pour se rafraîchir, etc. Et puis un gaufrier avec 9 cases de stylos, de feutres et de... Alors, quand tu dessines, déjà le deuxième, tu sais que c'est un micron, c'est des feutres japonais dont les dessinateurs sont très friands. Et oui, une case comme ça, c'est très touchant, parce que là, c'est du pur dessin technique, avec à chaque fois, effectivement, comme si les stylos, les feutres et les pinceaux, et les outils étaient comme des personnages avec une tête et un torse dans des cases, dans un gaufrier à 9 cases. Et qui l'ont accompagné toute sa vie. Voilà. C'est pas le premier à faire ça. Il y a plein de dessinateurs qui ont fait cette mise en abîme, qui ont montré avec quel matériel ils travaillaient. Ça peut être très sérieux, ça peut être très ironique. Gottlieb faisait ça à une époque et tout ça. C'est juste que là, ça arrive à la page 302. Ouais. Et que, alors, je divulgage encore quelque chose, le personnage ne meurt pas à la fin, hein, on s'arrête, il est vieux, et puis c'est tout. Mais par contre, il y a un parcours, en fait, vers l'épure, comme souvent chez les auteurs, et là, vers quelque chose d'essentiel que lui-même découvre. Et en fait, je crois que si cette BD, elle est aussi prenante, c'est que le mec, il réussit complètement son projet. Et son projet, c'est pas seulement de dire je vais montrer toute l'étendue de mon savoir graphique, je vais raconter la biographie d'un personnage imaginaire. C'est ce qu'il y a de plus dur dans tout ça, c'est de le faire exister réellement. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fini les pages, en fait, non, c'est pas vrai qu'il n'existe pas. Oui, tu crois. Bien sûr. En toi, tu as envie. Oui, et puis même, il t'a nourri pendant toute ta lecture, visiblement, et en même temps, toi, tu le nourris en lui disant « mais si, tu existes ouais. ». Presque. Et effectivement, je pense que l'auteur peut être très fier de ça, parce que c'est fait avec tellement de travail et visiblement de talent que de justesse, en fait. Ouais, de justesse, que c'est un beau projet, une belle entreprise, quoi. Et du coup, tu parlais tout à l'heure des autobiographies, des biographies imaginaires, et je voulais ramener plusieurs choses là-dessus, parce que tu disais, j'ai pas d'exemple qui me vient à la tête. Il y en a un très classique dans l'histoire du cinéma, qui est Citizen Kane. Elle est inspirée de quelqu'un de la réalité, mais c'est quand même un des premiers exemples de biographie qui est complètement artificielle et en même temps qui est nourrie par des documents, plusieurs points de vue, etc. Tu le sais que moi c'est pas mon film préféré, même si j'admire tout à fait le travail, mais par contre j'ai ramené 2 œuvres qui sont de l'ordre de la biographie imaginaire et qui pour moi ont beaucoup compté et auxquelles j'ai pensé alors qu'elles sont radicalement différentes quand j'ai lu ça. Il y a ça, je pense que tu connais pas. Non. William Boyd à livre ouvert. Voilà. Donc William Boyd. L'auteur, j'ai jamais lu en fait. William Boyd, c'est un auteur très populaire, en écossais. Et ça, moi j'ai lu plusieurs livres de lui, mais ça, je pense que c'est vraiment son plus grand livre. Et c'est pareil, c'est la biographie de quelqu'un qui n'existe pas. Qui raconte à la première personne parce qu'en fait ce sont des extraits de ses journaux intimes. Ça commence à 17 ans et ça va aller jusqu'à sa mort. Et alors là je vais pas tout raconter comme on l'a fait sur... Mais pourquoi j'en parle, c'est parce que là aussi je trouve qu'il réussit totalement un truc qui est très très compliqué, c'est-à-dire que être juste dans le ton du journal intime, qu'on n'ait pas l'impression que ce soit artificiel. C'est vrai que ça doit être quand même quelque chose. Ouais. Et à des époques différentes de sa vie, entre 17 ans et 80, je crois qu'il y a 90 ans à la fin, pareil, c'est quand même très très compliqué et ça marche. Alors en plus, tu as un chapeau au traducteur ou à la traductrice, parce que c'est traduit de l'anglais, donc ça marche très très bien en français. J'ai passé ce bouquin à mon frère, elle avait beaucoup aimé aussi à l'époque, on était tombé dedans, et puis bon, à chaque fois que j'en ai parlé à quelqu'un qui l'a lu, c'est à peu près le même retour. Et c'est pareil, c'est une histoire qui se télescope avec l'histoire du XXe siècle. Bien sûr. Parce que le type, il va être dans la diplomatie internationale, il va croiser Ian Fleming, l'auteur de James Bond, il va croiser Picasso, il va croiser des grandes figures, et puis en même temps, plusieurs fois dans sa vie, il va retomber dans l'anonymat et dans le côté aussi mesquin. D'ailleurs, c'est un personnage qui a autant de qualités que de défauts, c'est pas un héros, le type au sens classique, il est pas, on voit ses travers dès le début, mais il a un parcours. Alors, celui-là, je veux surtout pas divulgacher parce qu'il se passe des trucs assez inattendus, et c'est ça qui est très fort aussi, c'est que même quand il est vieux, et je pense que c'est la partie la plus forte du bouquin, il arrive là où tu l'attends pas, le type.
Mais c'est pareil, c'est-à-dire que ça marche parce que la personne qui fait cette entreprise, en fait, se livre totalement à fond dans le projet et a conscience que il faut tenir le médium que tu utilises, la bande dessinée dans le cas de Sonny Liu ou le roman dans le cas de William Boyd, c'est-à-dire il faut que les gens y croient même s'ils sont conscients dès le début que tout ça est absolument artificiel. Ouais, c'est ça, c'est un sacré enjeu, mais je pense que c'est peut-être là aussi où t'es tellement face au mur que là il faut effectivement tout lâcher, quoi. Tu vois, ouais, c'est ça, il faut un mélange. Parce que là, pour le coup, comme tu dis, c'est tellement grotesque ton procédé de dire je vais vous raconter une biographie d'un personnage qui en fait n'existe pas. Tu te fais un croche-pied d'entrée de jeu. Donc à partir de là, évidemment, faut tout lâcher, quoi. Il y a un paradoxe en fait, c'est qu'il faut que tu sois à la fois en maîtrise de la technique de narrative en fait, et que, comme tu dis, qu'il y ait du lâcher prise pour qu'il soit totalement immergé dans cette vie, pour que lui-même y croit en fait. Je pense c'est ça, oui. Et on peut imaginer en plus que ces ouvrages sont des ouvrages de confession aussi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, même si là le personnage de Sonny Liu n'a pas du tout le même âge que son... Et c'est pareil pour William Boyd d'ailleurs, puisqu'il les accompagne à des âges qui dépassent largement, donc ils ne sont pas de la même génération, mais ils s'investissent en fait énormément dans oui, puis de toute façon je pense que après je pense pour le dessinateur, je pense que ça lui permet quand même en grande partie de parler d'un médium qu'il aime, donc c'est ça qui est toujours, je pense, intéressant. Il y a toujours un plaisir, je pense, à pouvoir communiquer ce que soi-même on a aimé, si c'est la bande dessinée, qu'est-ce qu'on a aimé dans la bande dessinée, quelles a été nos relations avec les ouvrages, avec le papier, avec les maquettes, avec les éditeurs, avec tout ce qu'on a pu apprendre, et comment on peut à un moment essayer de vouloir transmettre tout ça à des lecteurs, tu vois. Et on va pas juste faire un mode d'emploi, un manuel, alors voilà comment lire la bande dessinée, comment l'aimer, il y a tel éditeur, tel truc, machin. Non, il faut trouver un autre moyen, quoi. Il faut passer par le petit, en fait, par l'intime, c'est ça qui est... Et puis comme tu disais, là les deux cas, c'est qu'on repart dans la fiction. Mais alors là, effectivement, ça fait un sacré challenge, quoi. C'est vraiment une mission assez incroyable, quoi. Et celui-là, alors j'en parle d'autant plus que voilà, c'est un bouquin. Alors c'est un bouquin qui a bien marché, hein. C'est pas une œuvre underground, mais il est un peu oublié maintenant. Ouais. Et puis autre chose, il s'appelle À livre ouvert en français. Et ça, par contre, alors je félicite la traduction, mais pas du tout l'éditeur d'avoir choisi ça. En plus, c'est littéralement pas ce qui est le titre original, qui s'appelle Any Human Heart. Donc, n'importe quel cœur humain, qui pour le coup dit beaucoup de choses, je trouve. Et à livre ouvert, il n'y a pas de titre plus bateau que ça. C'est vraiment dommage. In a decade of popular dance crazes, a new one sweeps the nation. There's a brand new dance come up the river. Just jerk your head and shake your liver. You'll do the chameleon. Oh, do you make a face that's like a lizard and feel that beat down in your gizzard. You'll do the chameleon. Stick out your tongue the way the reptiles do, trying to catch a fly. Inflate your lungs like big crocodiles do. Hey, hey, my oh my, throw your best gal down. Et je vais finir avec un truc que ça, par contre, tu connais. Ouais, je connais, mais alors, tu vois, j'y avais pas du tout pensé, et maintenant que tu me le montres, évidemment, ça tombe sous le sens. Par contre, je m'en souviens plus trop, mais ouais, celui-là, c'est vrai que j'en garde un souvenir. Enfin, je pourrais évoquer rien du tout, mais je sais que j'adore ce film. Zelig de Woody Allen. Donc, qui est un monument de fausse biographie. Ouais, puisque c'est l'histoire de l'homme caméléon, c'est-à-dire cet homme qui avait une espèce de faculté incompréhensible que les scientifiques n'arrivent pas à expliquer. S'il se met à côté d'un grand, il devient grand. S'il se met à côté d'un chauve, il devient chauve. Il se met à ressembler physiquement aux personnes qu'il côtoie. L'homme éponge. Et il va lui aussi traverser quand même, en gros, je crois, des années 20 aux années 80. Hein, je crois que sa vie court sur une soixantaine d'années. Avec, alors c'est vraiment le Woody Allen de la grande époque, où il est très inspiré, mais surtout où il va au bout de ses idées. Parce que Woody Allen, il a toujours eu des idées, mais quand même, il a beaucoup bâclé ces dernières années. Ses films sont... vite fait, quoi. Je pense que moi il y a plein de films que j'adore de lui, mais c'est que je pense qu'à un moment vouloir tenir le rythme d'un film par an, il y a des moments, au bout d'un moment dans ta carrière, t'es pas obligé, peut-être tu peux prendre un petit peu plus de temps. Puis dans celui-là, ce dont je me souviens surtout, c'est que ce qui m'avait intéressé aussi à l'époque, c'est que visuellement je trouve qu'il tente des choses que souvent il ne tente pas dans plein d'autres films que j'aime par ailleurs.
parce qu'il est surtout connu pour ses études de personnages, et puis ses dialogues hyper inspirés, avec un humour si particulier et tout. Et des fois, au niveau réalisation, ce qui n'est pas un défaut, il peut être un peu plus invisible ou transparent, mais ce qui peut des fois être très très bien. Là, ce qui est intéressant, c'est que je me souviens que visuellement, voilà, de la même façon que le personnage principal est une espèce d'éponge et donc subit des transformations perpétuelles, il y a un caractère expérimental même dans le filmage, quoi. Oui, puisque il va faire comme Déjà. Sonny Liu avec Charlie Chan, c'est pour ça que je le rapproche de cette bande dessinée, c'est-à-dire que si on est dans les années 20 à l'époque du Charleston, l'image va imiter ces images qu'on connaît tous avec ce grain très particulier, un peu accéléré, à un moment, c'est un des moments les plus drôles du film, il est à côté d'Hitler et il va se mettre il va être au milieu des nazis et voir Woody Allen, petit juif new-yorkais, être au milieu des nazis. Et évidemment, là aussi un gag un peu méta et tout. Mais donc là, il va reprendre la qualité des actualités des années 40. Et puis, en parallèle, l'intrigue, elle est racontée en autobiographie. C'est-à-dire que Zelig raconte sa propre vie auprès d'une psychanalyste. Ouais, ça, je me souviens Qui est interprété par Mia Farrow. Et on va avoir tout au long des bandes magnétiques enregistrées où en fait il se livre à sa psychanalyste. Et donc avec ce son un petit peu particulier des bandes magnétiques qui vont donner une autre dimension documentaire. En fait, tout ce film est un faux documentaire. Ce que j'allais te dire, ouais, c'est que dans mon souvenir, de toute façon, voilà, c'était ça, c'est que même visuellement, narrativement, même le film faisait très documentaire, voilà. Ouais. Mais le documentaire qui va avoir des tons différents et des qualités d'image différentes selon les époques et les milieux qu'il retranscrit. Alors évidemment, il y a quelques trucs qui passent plus du tout aujourd'hui, puisque comme il prend l'apparence des gens à côté de qui il est, s'il est à côté d'une personne noire, il va devenir noir. S'il est à côté, à un moment donné, c'est dans mon souvenir, je crois, il est à côté d'un peuplade autochtone, ce qu'on appelait les Indiens, qui n'étaient pas du tout Indiens à cette époque-là, et donc il va se faire un blackface, il va se faire une tête de peau rouge, entre guillemets. Quand tu regardes le film aujourd'hui, évidemment, il y a de quoi le canceller un petit peu et tout ça. Mais c'est aussi une prouesse narrative. Et puis, comme il reprend les images de l'époque, il a cette espèce d'alibi de distance qui est, mais oui, mais le cinéma de cette époque-là était comme ça. Pour le coup, là, c'est comme c'est le principe même du personnage. C'est presque à son corps défendant pour le coup. Oui, mais il le fait de façon un peu caricaturale. Oui, bien sûr, évidemment. Voilà, il y a cet aspect-là. Mais voilà, ça c'est un aspect de contexte, de relire les films aujourd'hui et tout ça. Mais en tout cas, il reste un tour de force et il reste derrière un film qui était une pure comédie, et Woody Allen était vraiment réputé essentiellement pour ses comédies à cette période-là, enfin même s'il a déjà fait Manhattan, même s'il a déjà fait des films plus sérieux, celui-là est catalogué comme une pure comédie, et en même temps c'est une trajectoire bouleversante, puisque là on est en plus dans le fantastique, un homme caméléon n'existe pas, mais sa trajectoire est terrible, et c'est là que la dimension psychanalytique est super intéressante, c'est qu'en fait, il n'a pas d'identité propre, il est toujours l'identité d'un autre, et là on arrive à quelque chose de peut-être profond aussi sur tout le côté faux non seulement de la fiction, mais du paraître des créateurs et tout ça, enfin Ouais. Non mais moi c'est pour ça que c'est souvent, même si ça fait longtemps que je l'ai pas revu, mais celui-là, je le cite souvent tout le temps, parce que bon, ces derniers temps, Woody Allen a eu un peu tendance à être jeté un peu aux poubelles. Alors de temps en temps, il faut quand même dire que voilà, malgré tout, il y a quand même plus que des bons films. Et celui-là, moi, je le cite souvent parce que même si j'ai dû le voir juste 2-3 fois et il y a maintenant très longtemps, je trouve que pour moi, c'est un film parfait, quoi. C'est un film qui était très dynamique, très inventif. Après, tout le long, je crois que c'est quand même en noir et blanc. Hein, oui, c'est un film en noir et blanc. Et, mais qu'en plus, voilà, comme tu disais, malgré ça, en plus, au niveau des grains, de comment le film est construit, en fait, parce que c'est effectivement, on dirait qu'il y a peu d'effets de mise en scène, mais en fait, la mise en scène, pour le coup, elle est ailleurs, elle se passe à un autre niveau, et c'est très, très intéressant. Visuellement, je trouve, c'est un film qui pour moi est vraiment très très fort en fait, quoi. Qui fait, effectivement fait partie de ces fausses biographies et qu'on pourrait presque continuer à faire
un thème là-dessus. C'est vraiment une idée, et je pense que là, nous, on a parlé d'œuvres relativement récentes, mais on peut imaginer que ça existait déjà, je suis sûr que ça existe, et que ça ne vient pas à l'esprit dans la littérature du 19e. Enfin, oui, non, il doit y avoir des exemples. On n'a pas révisé, là, on n'a pas préparé, mais c'est clair qu'il doit y en avoir plein depuis longtemps. Mais en tout cas, je pense que ces 3 œuvres sont tout à fait, pour le coup, tu sais, quand on se pose la question souvent de est-ce que ça peut parler aujourd'hui ? Là, autant parfois on parle d'œuvres datées qu'il faut remettre dans leur contexte et tout ça. Là, pour le coup, effectivement. Là, voilà, à part peut-être quelques réserves sur Woody Allen, mais qui sont, qui à mon avis n'affaiblissent pas le film. Voilà. Non. Le William Boyd, j'en ai relu quelques pages hier pour préparer ça. J'ai failli le recommencer et je me le mets sous le coude, je vais le relire, c'est à peu près sûr. Et alors une vie dessinée de Sonny Liu chez Urban Comics, je le recommande, quel que soit l'âge. Peut-être pas pour les plus petits, parce qu'il y a quand même cet aspect historique. Encore que graphiquement, ça peut marcher quand même, mais ils tiendront pas 300 pages, les plus petits. Mais je pense qu'à partir de l'adolescence, on peut lire ça. Pour moi, c'est vraiment un ouvrage magistral de la bande dessinée contemporaine, quoi. Je pense que tu as raison, même si je ne l'ai pas encore lu. J'espère que tu vas le lire. Je vais le lire. I don't need anyone, just someone. I don't need anything, just something, just something. L'étagère, un podcast de Yann Jouvert et Christophe Bauer. Réalisation Yann Jouvert. La musique du générique est signée Off. Avec un extrait du traditionnel We Are Singapore par Sri Maligan, de la chanson Biography of a First Son de Jack, de Portrait for Fraser de The Dirty Colon et de la bande-annonce de Zelig de Woody Allen. Retrouvez tous les épisodes de l'étagère sur vos plateformes habituelles. Vos commentaires, critiques et encouragements sont les bienvenus sur les Facebook et Instagram, l'étagère podcast.